j'ai le plaisir de lancer cette journée en vous présentant les résultats de l'étude Next Content pour CGI et SAB sur nouveaux services et nouveaux modèles numériques dans la banque. Cette étude, effectivement, comme le disait Stéphane, est menée depuis plusieurs années. Ça permet de constituer un baromètre, ça permet d'essayer de déduire ce que sera le paysage bancaire de demain. Et comme disait Nietzsche, le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. Donc si l'on s'appuie sur les données d'hier et d'aujourd'hui pour essayer d'en déduire ce que serait, par exemple, l'étude InBank en 2050, en étant un peu provocateur, on pourrait voir une fragmentation, voire une explosion de la chaîne de valeur qui serait occupée par de nouveaux acteurs, par de nouvelles technologies, par de nouveaux usages. On pourrait voir la banque de réseau telle qu'on la connaît reléguée finalement à un rôle de teneur de compte. Et puis finalement l'interlocution client sur les différents domaines qui seraient finalement laissés à des acteurs tiers, des Amazon, des Apple, et voire des robots qui géreraient notre épargne. Donc il est sûr que l'évolution aujourd'hui de ce secteur ces dernières années montre une transformation vraiment sensible qui s'inscrit dans la durée et qui ne s'est pas encore cristallisée dans sa forme définitive. Alors, plutôt que de planifier l'imprévisible, ce que je vous propose, c'est de revenir en 2019 et essayer de voir comment partager les enseignements de cette étude et voir ce qu'elle nous donne comme photographie de la situation d'aujourd'hui. Alors, où en est déjà la banque en ligne, notamment en termes d'adoption? Alors, le premier constat est quand même de modérer quand même l'ampleur de cette transformation digitale, puisqu'il montre encore aujourd'hui une faible adoption des banques en ligne comme banque principale des clients. Seulement 6% des clients des Français qui ont été sondés déclarent avoir une banque en ligne comme banque principale. C'est seulement un point de plus par rapport à l'étude que l'on avait réalisée l'année dernière. Donc la faible mobilité bancaire, aujourd'hui, pénalise encore le développement de nouveaux acteurs pour s'imposer comme banque principale. Alors, qui sont ces clients ces 6% de clients qui, eux, ont décidé d'adopter une banque en ligne? Ce sont à 70% d'entre eux des clients multibancarisés et des clients qui sont beaucoup plus mobiles que les autres clients bancaires. Ils sont 3 fois plus mobiles quand on leur demande leurs intentions de changer de banque. Donc voilà, un constat modéré en termes de stock. En termes de dynamique, par contre, il en est tout autrement. Dans les intentions, la banque en ligne reste une option possible pour les clients à 56% d'entre eux qui s'avèrent intéressés pour changer de banque et d'adopter une banque en ligne. C'est plus 3 points en un an, c'est plus 11 points sur 2 ans. Donc vraiment, elle s'impose comme une réelle alternative et c'est d'autant plus important, encore une fois, dans les populations multibancarisées et pas seulement auprès des jeunes, mais aussi auprès des actifs à 65% et des plus hauts revenus de notre enquête. Alors, quels sont les facteurs d'attractivité de la banque en ligne? Alors, ils sont d'abord économiques, bien entendu. Donc, tout d'abord, les clients recherchent des frais, des commissions plus faibles. Ils recherchent aussi des offres promotionnelles. Ils sont sensibles aux différentes offres promotionnelles qui sont faites par les banques en ligne pour attirer de nouveaux clients. Ils sont aussi beaucoup attirés par la simplicité et l'ergonomie des offres qui leur sont proposées. Alors, ce palmarès reste inchangé selon l'âge. En revanche, dans les raisons un petit peu secondaires qui sont invoquées, on voit apparaître pour les plus jeunes, donc pour les moins de 35 ans, le besoin d'une assistance en ligne, automatisée et accessible 24 heures sur 24 via une messagerie. Donc deux enseignements. Le premier, c'est qu'il y a un besoin encore d'information et de conseils pour des populations qui ont moins de 35 ans, donc qui sont un petit peu dans la population qui découvre les services bancaires, et aussi un besoin sur des médias qui sont les médias nouveaux, de services automatisés et en mode 24 sur 24. Alors, quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation n'a pas évolué davantage? Ce qui freine d'abord, c'est le côté un peu encore impersonnel de la relation que l'on peut avoir sur des banques en ligne. 57% des Français souhaitent encore avoir un conseiller référent qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils peuvent appeler. 49% estiment qu'une banque avec des agences, c'est plus rassurant, notamment, alors c'est plus rassurant en termes d'image, c'est aussi plus rassurant pour réaliser des opérations. Ils font davantage confiance à la banque en ligne, à la banque sur réseau pour pouvoir réaliser des opérations. Alors, un point qui, par contre, est une évolution qui est intéressante, c'est la confiance dans la solidité financière de ces établissements. Ça devient un critère assez mineur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs ont quand même compris
que les banques en ligne sont souvent adossées à des banques des banques plus traditionnelles, voire des groupes très solides. Et donc, ça devient une préoccupation pour plus que 16%, et ça décroît encore plus si on regarde les plus hauts revenus. Alors, qu'est-ce qu'apporte finalement encore le conseiller, et qu'est-ce qui rend le conseiller encore indispensable pour certains services? Tout d'abord, il y a un certain nombre d'actes assez impliquants, assez réglementés aussi, comme le crédit immobilier, qui reste encore majoritairement à réaliser en agence avec des conseillers. D'autres opérations sont aussi moins ouvertes au self-care, donc on les verra moins sur des modes en ligne, comme la fermeture d'un livret, donc sont plus simples à réaliser peut-être en agence encore. Et puis, on voit apparaître aussi la souscription de nouveaux produits d'épargne. Alors là, avec deux raisons derrière. La première, c'est effectivement que ces produits sont souvent proposés à l'instigation du conseiller, donc c'est lui qui pousse à les souscrire, et donc la souscription reste encore en face à face. Et également sur le fait que le taux de closing reste encore important sur ce type d'opération. Donc, on voit la pattern un peu habituelle, c'est-à-dire que les gens vont volontiers sur Internet pour comparer, s'informer sur les produits, et le closing se fait encore de manière plus forte avec les canaux traditionnels. Alors, si le conseiller est jugé indispensable, en revanche, l'autonomie du client est plus forte. Il a davantage d'outils aujourd'hui pour pouvoir réaliser ses opérations bancaires. Donc, il y a une multiplication des points d'accès et des canaux numériques. Si on regarde un petit peu les médias qui l'utilisent le plus, ça reste encore l'ordinateur qui reste majoritaire sur l'accès aux services en ligne, y compris pour les opérations les plus basiques, mais avec une très très forte progression du smartphone. Alors, le smartphone pour consultation du site, mais à 67%, les personnes qui sont équipées d'un smartphone vont télécharger l'application sur les stores. Donc, c'est une nette progression, et en plus en dérivé, puisque c'est plus 4 points sur un an, plus 10 points sur 2 ans. Il faut noter aussi que les Français qui sont prêts à changer de banque à 75% seraient intéressés par des modèles 100% accessibles par mobile. Donc on voit que s'impose vraiment dans le paysage le smartphone comme l'outil d'interaction avec sa banque. La tablette, à noter, reste un outil assez marginal en termes d'utilisation, aussi marginal en termes de déploiement aussi et d'équipement. À noter pourtant que l'ergonomie, elle est bien plus riche sur les tablettes, mais ça ne suffit pas encore à l'imposer comme l'outil phare d'utilisation. À noter aussi un dernier point, c'est l'arrivée des enceintes intelligentes. Alors avec certes une offre qui reste côté bancaire à construire, mais qui intéresse les clients. L'équipement augmente. Parmi notre panel, on avait 3% d'équipement l'année dernière, on est à 6% cette année, avec une intention d'acheter ce type d'outil de 6% encore, donc ce qui voudrait dire un doublement sur 3 ans. C'est un élément à regarder, d'autant plus que les Français sont de moins en moins sceptiques concernant l'adoption de technologies liées à la reconnaissance vocale. Alors donc, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, le mobile s'impose vraiment dans le paysage. 60% des Français connectés utilisent leur smartphone au moins une fois par semaine afin d'accéder à leurs services bancaires. Ils utilisent aussi des technologies de reconnaissance vocale à 24%. Comme on le disait, l'ordinateur reste l'outil le plus utilisé. Alors, ce qu'on voit dans le schéma qui est sur votre droite, c'est que les opérations qui sont réalisées sur smartphone restent les opérations simples de consultation, voire de virement. Néanmoins, quand les personnes déclarent avoir téléchargé l'application sur leur smartphone, on s'aperçoit que les taux d'adoption du smartphone sont beaucoup plus élevés, ce qui montre que quand l'ergonomie est vraiment pensée, les personnes sont prêtes à utiliser le smartphone versus d'autres écrans. Alors, cette année, nous avons aussi décidé d'interroger les clients sur leur intérêt, leurs usages et leurs attentes par rapport aux offres et aux nouveaux services bancaires. Tout d'abord, dans le domaine des paiements, les attentes des clients vont vers plus de simplicité. Ils demandent des paiements sécurisés en utilisant uniquement la reconnaissance faciale ou le sans contact, ou encore les empreintes digitales. Ils regardent aussi les nouveaux services qui sont proposés, notamment les cartes multidevises, notamment aussi le transfert d'argent entre particuliers. Apparaissait dans le palmarès l'année dernière le paiement instantané, mais c'est vrai que quand on demande aux clients d'y ajouter un surcoût, eh bien ça refroidit un petit peu. Donc l'année dernière, on avait 70% sur le paiement instantané, mais à partir du moment où
on explique qu'il y a un surcoût qui est associé, les clients sont moins intéressés. Donc aujourd'hui, pour les paiements, on voit l'enjeu, c'est de simplifier au maximum l'opération, voire l'oublier le plus vite possible. Et on voit que les clients n'ont pas envie de payer pour payer, en fait. Parmi les autres services qui peuvent les attirer, on voit le cashback, on voit aussi le fait d'ajouter aux biens achetés des services de type assurance, assistance, protection. Donc on voit qu'il y a un lien qui se crée de plus en plus fort entre ce que l'on achète et le service financier associé, qu'il soit bancaire ou assurantiel. Ça matérialise en fait vraiment l'imbrication assez forte entre les chaînes de valeur de la banque et finalement des autres commerçants ou des autres types de services. Enfin, un dernier point qui est important, les Français mettent en avant des besoins d'instantanéité. Ils sont intéressés par le fait de recevoir des alertes, recevoir des informations le plus en temps réel possible de leur banque, alors sur notamment des mouvements anormaux sur leur compte, sur des opportunités d'investissement ou des propositions de crédit un peu instantanées. Et donc on invite en fait les banquiers à tweeter ou à envoyer des SMS à leurs clients finalement qui sont assez intéressés par ce type de service. Alors pour proposer ces nouveaux services, les Français commencent à identifier de nouveaux acteurs. La reconnaissance, finalement, le taux de reconnaissance des nouveaux acteurs reste encore modeste. Vous voyez sur le slide apparaître des taux de reconnaissance qui plafonnent à 10-11%. Alors il faut avouer quand même que certains de ces acteurs sont relativement récents aussi, mais ça cache aussi finalement un intérêt qui n'est pas encore matérialisé. Alors si au lieu d'interroger sur les acteurs, on interroge sur les usages et qu'on demande finalement quels sont les nouveaux modèles et comment vous les percevez, on s'aperçoit que l'adoption reste faible, mais l'intérêt, quand la personne comprend le modèle, elle commence à être importante. Donc 10% sur les agrégateurs de comptes l'utilisent, mais on est quand même à 40% qui ne connaissent pas encore. Donc il y a encore une marge de progrès sur ce domaine. Le microcrédit entre particuliers également, 34% l'envisagent. Et l'apport de fonds entre le prêt aux entreprises, le financement participatif, ce sont encore des modèles qui sont envisagés par finalement une population qui commence à les découvrir. Nous avons aussi proposé au panel un modèle de plateforme numérique bancaire multimarque pour voir leur intérêt. Donc la moitié du panel était intéressée par ce type de modèle. Seulement 5% par contre déclaraient vouloir acheter sur ce type de plateforme. Donc on le voit, on est encore dans un modèle où finalement on aime bien comparer. On le fait dans les médias, notamment Internet. Finalement, quand il s'agit d'une intention de vente, on est quand même plutôt sur les canaux traditionnels encore. Enfin, le dernier point qui est important, c'est l'enjeu de la confiance. C'est autour de ce thème que se décidera vraiment l'adoption des nouveaux usages. En chiffre important, on voit que 38% des Français pensent qu'un programme informatique peut proposer de meilleures recommandations, de meilleurs conseils qu'un conseiller bancaire. Donc c'est une évolution de 8 points en 4 ans, donc c'est assez modeste encore. On voit que finalement, sur cette technologie où l'adoption et le retour d'expérience restent encore limités, c'est un niveau qui reste à consolider. Ça dépendra également de la performance réelle des offres, performance non seulement des capitaux, mais aussi performance en termes d'ergonomie et de facilité d'accès. Et à la question avec qui je serais prêt à partager mes données pour pouvoir bénéficier de services bancaires ou autres, 60% des clients citent la banque principale. Donc ça, c'est un taux qui est assez fort, qui montre que la banque principale conserve très fortement la confiance. On voit par contre apparaître à 4% seulement le GAFA ou un grand acteur Internet, ce que ne confirme pas du tout le comportement réel des clients. Donc là, il y a bien sûr quelques réserves à prendre par rapport finalement aux déclarations d'intention. On sait bien que finalement le critère d'achat, ça reste quand même la facilité de réaliser l'opération et finalement les préoccupations éthiques, ça reste finalement des intentions. Voilà, pour conclure, est-ce qu'il y a révolution, est-ce qu'il y a évolution? Donc, à ce stade, la rupture qu'on a présentée de manière un peu provocatrice sur le premier slide, elle n'est pas là, ou pas encore là. Il y a bien une transformation qui est en route, dans un rythme qui est relativement rapide, notamment sur un secteur sur lequel les clients sont ordinairement prudents.
La transformation, elle est de quelle nature? Eh bien, d'abord, au niveau des clients, il y a une recherche d'instantanéité, une recherche d'ubiquité. Les parcours clients sont aujourd'hui beaucoup plus intuitifs pour permettre aux clients de faciliter leurs opérations. L'application mobile est réellement en train de devenir l'agence préférée des Français. Et en déplaçant le terrain de jeu finalement sur le mode Internet et sur les App Store, les clients en adoptent les modalités et notamment ils remettent en cause même la facturation des actes bancaires. Le client n'est plus prêt aujourd'hui à payer sur les différentes opérations bancaires qu'il veut réaliser. Alors cette transformation se matérialise aussi par l'apparition de nouveaux acteurs qui croisent leur chaîne de valeur avec celui de la banque, mais sans en adopter l'équation économique. Le site marchand va tirer sa rentabilité sur la vente du bien, et d'autres acteurs vont tirer leur rentabilité sur l'exploitation de la donnée. Alors face à cette concurrence, la banque principale conserve quand même l'atout de la confiance. Elle rassure pour réaliser ses opérations, pour donner des conseils financiers. Elle rassure aussi pour l'exploitation de la donnée. On lui fait confiance sur le fait de lui confier la donnée. Et donc la banque principale, qui est encore aujourd'hui principalement une banque sur réseau, elle est aujourd'hui assise sur une mine d'or en termes de données. Ces données sont bien monétisées, notamment outre-Atlantique, beaucoup moins en France. Il reste à trouver un équilibre entre l'exploitation finalement de cette donnée, tout en conservant le capital confiance qu'ont acquis les banques auprès de leurs clients. Voilà, donc à suivre, et on verra les évolutions, notamment l'année prochaine, sur ces tendances. Je vais donc laisser la parole au premier groupe sur le thème services financiers, ouverture, croissance et valorisation. Merci de votre attention.